Aujourd'hui, un podcast avec Christophe de la chaîne Hygiène Mentale, donc la plus grosse chaîne francophone consacrée à l'esprit critique, et qui a récemment fait une vidéo très intéressante sur la rationalité. Alors, dans ce podcast, on va parler du parcours de Christophe vers la pensée critique, des différentes approches de la zététique, de l'importance de la motivation à bien raisonner, des trigger action plans et de la gestion de l'attention, de l'importance d'augmenter la connotation positive de la pensée critique, et de la tension qu'il peut y avoir entre ça et des approches plus hardcore de la zététique, et pour finir, de transhumanisme et de moi++. J'ai mis un petit index dans la description, ainsi qu'un lien pour télécharger le podcast en MP3. Et c'est parti. Donc bonjour Christophe. Alors pour commencer, une question très basique. Qu'est-ce qui t'a amené vers la rationalité, l'esprit critique, tout ça Qu'est-ce qui, moi, m'a emmené vers l'esprit critique ou la rationalité ? Bon, tout simplement parce que je pensais en avoir beaucoup quand j'étais plus jeune. Je pensais que j'étais bien doté de ce niveau-là et que j'avais rien à apprendre. Mais en fait, après quelques désillusions, j'ai dû me remettre en question et puis me rendre compte que, en fait, non, c'est plus compliqué que ce que j'imaginais. Qu'est-ce que c'est qu'avoir un esprit critique ? Ça demande un peu d'introspection. Et petit à petit, dans mon cursus intellectuel, j'ai dû plus me remettre en question et puis ça m'a demandé de la méthode. La méthode, je voulais m'inspirer de la méthode scientifique pour étudier les phénomènes paranormaux. Puis c'est pour ça que je me suis engagé associativement dans l'association qui s'appelle Observatoire Zététique, qui a pour objectif de essayer de savoir comment est-ce que l'on pourrait faire pour analyser de façon un petit peu carrée, méthodologique et scientifique la voyance, la télépathie, la radiesthésie, le pouvoir de guérir par l'imposition des mains, la vie après la mort, etc. Est-ce qu'il y a une méthode ? Est-ce qu'on peut le faire ? Est-ce que ça fait des résultats ou pas ? Et puis j'ai beaucoup appris sur le sujet. Donc du coup, j'ai continué à m'investir dans cette association-là depuis 2008, je crois, quelque chose comme ça. Et puis en 2014, j'ai décidé de parler de ces sujets-là en vidéo. Je sais pas trop pourquoi, parce que moi je suis pas vidéaste, je suis très mauvais à manier le matériel, les caméras, etc. Moi tout ce que je sais faire c'est un peu des dessins, un peu d'images de synthèse, un peu de 3D. Donc voilà, du coup j'ai parlé de ces sujets-là en dessin animé, enfin plutôt en schéma animé. Et puis je suis très surpris de l'audience qu'il y a aujourd'hui, parce que je pensais pas que ça pourrait intéresser autant de gens. Ouais, donc t'as dit que lorsque t'étais plus jeune, tu pensais avoir beaucoup d'esprit critique, puis que tu t'étais remis en question. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené à te remettre en question sur ce plan ? Je ne sais pas quoi te dire parce qu'il n'y a pas un moment en particulier qui aurait fait une révélation, un flash, une sorte de transcendance qui m'aurait changé la vie. C'est souvent le cas dans les parcours des croyants, par exemple. Tu vois, un jour, ils ont une sorte de révélation et leur vie a changé, basculé du tout au tout, du jour au lendemain. Bon, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé, c'est très graduel. Moi, j'ai été élevé dans la foi chrétienne. J'allais au catéchisme. J'ai fait ma première communion, mais quand je suis arrivé au collège, à l'école publique, il devait y avoir quelques cours d'histoire où je me suis rendu compte que ça collait pas trop avec ce qu'on m'avait appris de la création du monde et des animaux. Les dinosaures devaient pas se placer très bien dans ma façon de voir le monde de l'époque. J'ai dû poser des questions un peu idiotes à mon prof d'histoire, et dans son œil, j'ai vu que il devait se dire quelque chose comme il y a du mal de fait quand même. Et là, j'ai vu que, apparemment, tous les adultes ne sont pas d'accord. Parce que jusqu'à là, j'avais aucune raison de douter de ce qu'on me racontait. Ma famille, mon prof à l'école, la dame du catéchisme, tous les adultes parents de mes amis, tous les gens que je côtoyais, disaient tous à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte de consensus global, tous les adultes avaient la même version. Donc il n'y a aucune raison qu'un enfant de 9-10 ans remette en question quelque chose dont tous les adultes sont d'accord. C'est seulement, tu vois, face à la première analyse un peu critique, ou la première façon de voir un peu différente, où là on est obligé de se remettre un peu en question, quoi. Et ça m'a guidé un petit peu tout mon cursus jusqu'à l'adolescence, la quête de qui est Dieu. Moi, ce que je voulais en fait, c'est si Dieu a créé le monde au tout début de l'univers, il a dû édicter des règles, des lois. Il a dû dire des choses du genre, je sais pas moi, qu'il y ait 3 dimensions d'espace et une de temps. Pourquoi 3 ? Pourquoi pas 5 ou une ? Voilà, ça c'est des questions que je voulais répondre. Et petit à petit, je me suis rendu compte que c'est pas dans les Écritures, dans la Bible, ou le Coran, ou les textes anciens qui datent de plusieurs millénaires que je trouverais des réponses à ce genre de trucs-là. C'est plutôt dans les sciences, les sciences de l'astrophysique, l'espace-temps, la relativité, la physique quantique.
J'avais l'impression à l'époque que je trouverais plus de réponses dans les sciences que dans l'étude des textes sacrés. C'est pour ça que j'ai fait quelques études de sciences du coup. J'ai fait 5 années de sciences modernes à la faculté, où j'ai appris plein de trucs fascinants, les équations, ces histoires d'espace-temps, tout ça, parce que j'étais en quête de spiritualité un petit peu. Mais petit à petit, tu vois, j'ai abandonné au fur et à mesure l'idée qu'il y ait quelque chose à apprendre de la science sur la spiritualité. Et la science a fini de m'intéresser pour elle-même, quoi. Et puis je me suis considéré pendant une grande partie de ma vie comme étant un scientifique. J'avais fait des études de science, donc j'étais un scientifique. Je sais pas, pour te citer une autre de mes désillusions, c'est quand je me suis rendu compte, au bout d'un moment, que je me considérais scientifique parce que je connaissais les conclusions de la science. Les équations, comment marchent les particules, les équations du mouvement, la formule de la gravité. Mais connaître les conclusions de la science, c'est différent que de connaître la méthode qui a permis d'arriver à ces conclusions. Et je me suis rendu compte très tard, je vais avoir plus de 30 ans, que cette méthode-là, en fait, au final, on ne me l'avait jamais apprise. Au bout d'un moment, j'ai discuté avec une amie à moi, qui est psychologue, et qui, elle, fait des expérimentations, parce qu'en thèse, elle doit faire des expériences, décider une hypothèse nulle, essayer de trouver les critères statistiques au-delà duquel on va considérer que l'on peut ou pas rejeter l'hypothèse nulle. Moi, j'avais jamais entendu parler de ça pendant tout mon cursus de sciences, parce que c'était les sciences de la matière, et pas des sciences humaines, quoi. Et je me suis dit, d'accord, ok, alors cette méthode-là, en fait, personne ne me l'avait apprise. Il n'y a pas un seul prof à l'université qui a pris 1 heure de son temps pour m'expliquer qu'est-ce que c'est que cette histoire de publication scientifique dans des revues spécialisées et relues par les pairs, avec un système de publication, de facteurs d'impact. On aurait dû m'apprendre ça, apprendre la méthode scientifique dans un cursus de sciences universitaire. Ça devrait occuper au moins une petite partie du temps des cours, quoi. Et je me suis senti un peu floué. Je me suis dit, mince, je vais devoir découvrir ça tout seul. Et par humilité, j'ai arrêté de me considérer comme étant scientifique. Puis je suis allé ouvrir des livres. Donc j'ai fait une razzia à la bibliothèque du coin. J'ai commandé des livres sur Internet. Je me suis mis à lire la philo des sciences, l'épistémologie, reprenant tout à zéro. Et ça fait une claque un peu d'humilité, parce que c'est que des trucs auxquels j'avais jamais entendu parler, tu vois. Et que des trucs que j'ai ensuite utilisés dans mon approche des phénomènes paranormaux. Moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que les phénomènes paranormaux, il y a du vrai, il y a du faux, comment on fait pour savoir faire le tri, quoi. Et cette histoire de philo des sciences, de méthodologie, ça m'a l'air d'être un prérequis indispensable, voilà. Ok, alors dans le milieu esprit critique, zététique, tout ça, il y a plusieurs approches qui sont employées. L'approche la plus répandue, ça me semble être l'approche un peu débunkage, et toi tu as une approche assez différente, qui, si j'ai bien compris, est de faire réfléchir les gens sur des sujets pas trop touchy et pas trop politisés, comme le paranormal ou les ovnis, pour ensuite les amener à mieux réfléchir sur des sujets plus chauds, entre guillemets. Et donc pourquoi tu as cette approche particulière ? Moi je réfléchis pas à ça, c'est pas réfléchi. Je pense que c'est une histoire d'objectif. Moi, par exemple, j'ai pas du tout pour objectif de faire changer d'avis les croyants, qui croient en des trucs auxquels moi je crois pas. Si une personne a une religion ou a une croyance sur un phénomène paranormal, je considère que tout le monde a bien le droit de croire ce qu'il veut, moi ça me dérange pas. Non, ce que je veux, moi, c'est, moi, personnellement, je veux savoir le vrai et le faux, moi. Est-ce qu'il y a une méthode pour que mes croyances à moi se calquent un peu plus sur la réalité ? Et en recherchant cette méthode, il faut bien que je m'inspire des autres, que je lise des livres, qu'on en discute. Et c'est pour ça que je me suis investi associativement et que je discute avec plein de sceptiques, parce que j'ai fini par considérer que c'était là la meilleure façon de faire par rapport à d'autres, par exemple l'introspection, la méditation, la révélation, la transcendance. Ça peut être d'autres méthodes pour accéder à la vérité. Mais tant que la méthode critique, c'est celle qui a le plus de résultats, donc c'est celle qui m'intéresse. Et voilà, c'est juste pour ça que je m'intéresse à comment mieux faire pour mieux raisonner moi-même. Et mon projet Hygiène Mentale, de création de vidéos, un des premiers objectifs que j'ai, c'est ça, c'est moi, ça m'aide moi à mieux raisonner. Parce que formuler correctement
un raisonnement, avec le temps qu'il me faut pour faire des animations, des schémas, réfléchir à mon texte très longuement, même retourner autant de fois qu'il faut mes vidéos. En plus, je les soumets à des relectures de gens plus spécialistes que moi sur le sujet. Donc parfois, avec les retours, je dois tout retourner, reforger ma vidéo. En fait, tout ce processus de création vidéo, ça m'aide, moi, à mieux peaufiner mes propres arguments. Je pense que c'est mon objectif principal, c'est plus du développement personnel. Bon, après, c'est pas le seul objectif. J'ai bien sûr aussi un petit espoir que mes réflexions et le produit final que je fais en vidéo puissent aider les gens à réfléchir mieux ou à mieux réfléchir sur la façon dans laquelle ils réfléchissent. Et donc, je pense un peu à eux aussi. Mais moi, quand j'écris une vidéo, je m'adresse aux gens qui ont envie de s'intéresser à la méthode critique. Ceux qui n'ont pas envie, c'est pas mon public cible. Celui qui a envie de faire autrement, qui a envie d'avoir une spiritualité différente, celui qui n'a pas du tout envie d'utiliser ma méthode, par exemple, moi je ne m'adresse pas à lui, j'ai pas envie de le faire changer d'avis. Moi ce que j'aimerais, c'est que ceux qui veulent s'intéresser à la méthode du scepticisme, qui veulent peaufiner leur façon d'avoir un esprit critique, que eux puissent trouver des sources intéressantes, qu'ils puissent trouver des méthodes, des auteurs, des livres à conseiller. Donc c'est à eux que je m'adresse. Moi, ce que je voudrais, c'est que ceux qui veulent être plus sceptiques puissent avoir des contenus facilement partageables pour en discuter entre eux, s'entraîner, peut-être même inspirer à d'autres créateurs qui voudraient parler du sujet, qui sont peut-être pas forcément exactement d'accord avec moi, mais qui voudraient pointer les différences. Voilà. Donc moi, je m'adresse aux sceptiques, en fait. C'est mon objectif. C'est pas faire changer les tenants. Si mon objectif, c'était de faire changer d'avis les tenants, je m'y prendrais pas de la même façon. Là, effectivement, peut-être que les débunkages un peu frontaux, ça peut être peut-être plus efficace. Je sais pas moi, pour faire changer l'avis quelqu'un qui croit une théorie alternative un peu chelou. Je sais pas moi, ça peut être l'homéopathie, la nocivité des vaccins, la terre plate, une religion quelconque. Peut-être que faire une vidéo où on contre-argumente, point par point, en montrant que tels arguments sont invalides, ou que telles preuves sont fausses, ou pas vérifiables, ou inventées, ou que tel gourou est en fait un charlatan, ça peut faire changer d'avis les plus acharnés convaincus de ce mouvement-là. Mais bon, vu que moi, c'est pas un de mes objectifs, c'est juste pour ça que je fais pas trop ça. Et comme je l'expliquais dans ma dernière vidéo, je pars d'un postulat qui est que les gens adhèrent à certaines croyances un peu cheloues parce qu'ils n'utilisent pas la même méthode que moi. On n'arrive pas à la même conclusion parce qu'on n'a pas la même méthode. Et donc si je enseignais les outils intellectuels de la pensée critique, les biais cognitifs, reconnaître les arguments fallacieux, avoir un peu plus d'aisance avec les statistiques, pouvoir manipuler les petits curseurs de croyances de façon un peu rationnelle et pas trop à l'arrache comme ça tombe. Peut-être que juste la connaissance de savoir utiliser ces outils intellectuels-là sur des sujets qui sont pas trop clivants, j'utilise le paranormal, les fantômes, les ovnis, parce que il n'y a pas vraiment beaucoup de gens qui sont très acharnés sur ces sujets-là, par rapport à d'autres sujets, par exemple le glyphosate, le 11 septembre, les religions par exemple, qui sont un peu plus clivantes. Peut-être que la connaissance donc de ces outils-là peut les aider à analyser ces autres sujets qui sont un peu plus importants pour la vie en société, pour le futur de l'humanité, etc. Mais c'est un postulat sur lequel je suis pas 100% convaincu. Je ne sais pas si ces outils intellectuels, cette méthode, elle se transfère bien d'un sujet à l'autre. Si ça se trouve, enseigner les outils de la pensée critique en prenant des exemples sur le paranormal, ça rend les auditeurs plus critiques seulement sur le paranormal et pas sur pesticides ou un sujet politique quelconque. Et c'est un des sujets qui m'intéresse en ce moment, c'est à savoir à quel point les outils sont transférables d'une thématique à l'autre ou pas. Je pense un peu, quand même, voilà. Mais en ayant un peu épluché la littérature scientifique sur le sujet, les résultats sont pas exceptionnels, quoi. Voilà. Il y a des tailles d'effets mesurables, mais c'est pas extraordinaire. Voilà. C'est-à-dire que des fois, c'est quand même bien plus efficace de prendre des exemples pédagogiques dans le sujet sur lequel tu as l'intention de faire changer d'avis la personne. Voilà. Mais moi, je ferais quand même pas ça, parce que c'est pas mon objectif de faire changer à tout prix les gens qui croient des trucs débiles. Chacun a le droit de croire à un truc débile s'il a envie, moi ça me dérange pas, quoi. Moi ce que je veux, c'est moi avoir une bonne méthode. Et puis la partager à ceux qui veulent essayer d'avoir cette méthode-là.
Ouais, à propos de la transférabilité de l'esprit critique, là je suis en train de lire le livre Thinking Fast and Slow de Daniel Kahneman, qui s'appelle Système 1, Système 2 en français, et qui est un peu le livre de référence sur les biais cognitifs. Et dans ce livre donc, il y a plein d'expériences où on explique un biais cognitif à un groupe de gens, bien en détail et tout, et juste après on leur demande de faire un truc, et paf, ils refont exactement le même biais cognitif. Donc c'est très difficile d'échapper à certains biais cognitifs, même quand on les connaît. Ouais, ce livre-là, Fast and Slow, c'est vraiment éclairant, c'est inspirant, quoi. Et effectivement, ça montre que la pédagogie à la pensée critique, il faut la réfléchir, en fait. Et il n'y a pas beaucoup de recherches sur le sujet. En ce moment, figure-toi qu'il y a eu un budget de recherche national qui a été débloqué. Et donc, il y a un groupe de chercheurs qui sont en train de monter des protocoles avec des très grand nombre d'échantillons d'élèves sur lesquels ils vont tester plusieurs méthodes pédagogiques d'enseignement à la pensée critique pour savoir si l'enseignement à la pensée critique améliore l'esprit critique des élèves. Donc leur panel, c'est des collégiens et des lycéens, si j'ai bien compris. Mais avant de faire ça, la première étape, c'est de pouvoir attribuer un score d'esprit critique à la personne. Pour savoir si ce score il a monté ou baissé, il faut déjà avoir une sorte de système de notation. Un petit peu comme pour, je sais pas moi, le quotient intellectuel, il y a des batteries de questionnaires un peu standardisées qui permettent d'avoir un chiffre sur ton QI, qui est corrélé avec certains trucs, qui ne veut pas dire grand-chose en lui, mais juste vu qu'il est corrélé avec certains trucs intéressants, on peut l'utiliser. Mais là, c'est pareil, ce serait l'idée de faire une sorte de quotient d'esprit critique, qui en soi, on ne sait pas trop ce que ça voudrait vouloir dire, l'esprit critique, la définition est assez floue, mais si jamais on arrive à trouver des corrélations avec, je sais pas moi, avec la capacité à détecter un argument fallacieux ou une capacité à raisonner mieux ou plus correctement, ça peut être intéressant. Donc là, c'est la première phase de recherche, c'est d'essayer d'étalonner correctement un système de mesure de l'esprit critique des élèves. Et après, on va essayer de voir si, en utilisant telle ou telle méthode d'enseignement à la pensée critique, on trouve une certaine efficacité. Je doute pas que tant qu'on reste dans le même domaine, enseigner l'esprit critique sur le paranormal rendra, je suppose, les élèves un peu plus critiques, un peu plus aptes à utiliser les outils de la pensée critique sur le paranormal. Et moi, ce que j'attends en particulier, c'est leur résultat sur la transférabilité. Voir si, à la fin de l'année, on fait passer un questionnaire d'esprit critique, mais qui se base sur des thématiques autres que celles qui ont été utilisées pendant le cours. Est-ce que ils sont effectivement capables d'utiliser ces bagages d'outils intellectuels qu'ils ont acquis en cours ou pas? Et voilà, on en saura plus dans plusieurs années, parce que c'est très long la recherche. Mais voilà, c'est en cours, figure-toi. Alors, il me semble que tu as vu les conférences récentes de Julia Galef, vous lien dans la description, qui avance l'idée que l'élément le plus central, c'est la motivation à mieux raisonner. Parce que si on connaît par cœur tous les sophismes et tous les biais cognitifs, mais qu'on n'est pas motivé à mieux raisonner, on va juste s'en servir pour défendre ce qu'on pense déjà. Et qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Oui, comme tu viens de le dire, ce sujet-là, il est vraiment central dans le mouvement de la communauté sceptique contemporaine. Même au début, tu parlais des plusieurs approches que les sceptiques ont pour parler de scepticisme, parmi les auteurs, les blogueurs ou les vidéastes, quoi. Et c'est pas sans lien avec cette distinction-là. Il y a effectivement une certaine catégorie de sceptiques qui trouve bien pratique la maîtrise intellectuelle des arguments fallacieux, de la logique, de la recherche de sources, de pouvoir accéder à des preuves pour soit démolir une théorie, soit affirmer une théorie que les gens pensent fausse, et qui utilise ça comme un moyen pour changer la société, pour changer l'opinion des gens. Et c'est ça que je trouve, moi, un petit peu dangereux. Parce que moi, c'est pas comme ça que je l'entends. Moi, ce que je veux, c'est chasser mes propres croyances fausses que j'ai dans la tête, les passer au crible une par une de cette méthode, et essayer d'avoir le courage et l'humilité d'en changer, si jamais cette méthode me dit que les croyances que j'avais sont pas les bonnes, quoi. Soit que je croyais un truc qui en fait est pas tellement attesté par les preuves et les arguments valides, soit quelque chose que je croyais pas, alors que visiblement il y a des preuves et des arguments valides, donc il faut que je change d'avis. Voilà, donc ça c'est mon objectif, passer au crible mes opinions à moi. Mais c'est tellement facile ensuite, quand on connaît
et qu'on a une grande aisance de toute cette méthodologie de la pensée critique, de passer au crible les pensées des autres, et de pouvoir faire le tri entre ceux qui pensent bien, ceux qui pensent mal, ceux qui ont tort et ceux qui ont raison, ceux qui pensent comme moi et ceux qui pensent pas comme moi. Et en fait même, il se trouve que il n'y a pas, apparemment, de véritable corrélation entre la connaissance des outils intellectuels qui maîtrisent la pensée critique avec le fait de tomber sur une conclusion qui a l'air vraie ou qui a l'air fausse. Souvent, les personnes les plus critiques, elles sont tellement habiles à manier la rhétorique et la logique, qu'elles peuvent finir par trouver une façon de faire, grâce un peu à la malléabilité des ressources disponibles sur Internet, pour arriver à attester que ce qu'ils pensaient déjà est bien vrai, ou que ce qu'ils pensaient faux est bien faux. Et du coup, une personne qui n'a pas beaucoup de connaissances dans la pensée critique, elle est souvent plus humble, elle te dira « Ah oui, mais moi, vous savez, je n'ai pas fait beaucoup d'études et du coup, ben, je sais pas trop. » Peut-être que oui, vous avez raison, je sais pas, je n'avais pas beaucoup d'opinion là-dessus. Donc souvent, ces personnes-là sont moins accrochées à leurs idées. Alors qu'une personne qui est très intelligente, soit intelligente au sens du QI, soit même intelligente au sens vraiment du score d'esprit critique dont je parlais tout à l'heure, elle aura plus la possibilité de te trouver un argument qui a l'air logique, ou même qui est logique, et qui atteste que ce qu'elle pensait vrai est bien vrai. Et du coup, ça accroche plus à ses convictions, et du coup, devient de plus en plus convaincue. C'est-à-dire que plus elle y réfléchit, et plus le truc qu'elle croyait vrai, elle va le croire de plus en plus vrai. Ou le truc qu'elle croyait faux, elle va le croire de plus en plus faux. Et on peut très bien arriver à converger comme ça, vers se cliver sur une position où plus on y réfléchit, plus on analyse les arguments, plus on analyse les sources, et plus on va finir par juste confirmer ce que l'on croyait déjà. Et c'est ça qu'il faut éviter quand on fait vraiment de l'analyse critique, quoi. C'est de bien se méfier de ses propres biais à soi, avant d'essayer d'analyser les discours politiques des autres. Et c'est un truc très difficile à faire, ça demande un peu d'humilité intellectuelle. Et c'est en ça que le discours de Julia Galef, là, que tu viens de citer, je trouve très inspirant. Ou même tes vidéos à toi, la dernière série que tu as faite là, sur les petits trucs et astuces pour se motiver soi-même à vouloir mieux raisonner, je trouve ça vraiment important. C'est vraiment le sujet dont on devrait plus se focaliser en ce moment, plutôt que juste, je sais pas moi, remonter à la source de l'information, l'éducation aux médias, ou faire des listes d'arguments fallacieux. Et justement, toi par exemple, est-ce que tu as des trucs pour te motiver à mieux raisonner ? Par exemple, toi et puis Lé aussi, vous aviez introduit une notion que je connaissais même pas, les TAP, je ne sais plus comment ça s'appelle en anglais, les Trigger Action Plan, c'est-à-dire les petits trucs et astuces que l'on peut mettre en place pour se motiver soi-même, des sortes de, d'auto-nudge. Et en vous entendant parler de ça, moi, ça m'a fait me rendre compte que j'en avais mis un en place, sans même connaître le nom ni même le concept. Il y a un truc que j'aimerais pouvoir atteindre, c'est entraîner mon cerveau un peu automatique, un peu inconscient, là, mon système 1, à faire la différence instinctivement entre le contenu d'un article et la publicité. Parce que c'est pas si facile. Il y a plein de publicités qui sont partout autour, qui sont même inclus à l'intérieur des articles de presse, dans les journaux, la télé. Et arriver à séparer les deux, moi c'est ce que j'ai envie de m'entraîner à faire. Et donc je me suis un peu auto-nudgé à essayer sur Twitter, quand je scrolle, de cliquer sur les posts sponsorisés pour activer, masquer toute la chaîne. Et j'essaye de faire en sorte que ça devienne automatique et que je le fasse sans même y penser. Tu sais, comme quand on conduit, la première fois que l'on va quelque part, on a bien sûr les yeux rivés sur la route, à chaque fois on regarde la carte pour être sûr de ne pas se tromper, on avance lentement. Par contre, la 200e fois où tu fais le même trajet, on peut faire ça de façon automatique. Mes mains conduisent, tournent au bon endroit, après le feu rouge, je m'arrête parce que je sais qu'ici il y a justement l'endroit où il y a les piétons, etc. Sans y penser, et mon cerveau est 100% disponible pour penser à autre chose, écouter un podcast ou discuter avec les personnes qui sont à côté de moi. Mais je veux faire pareil. Quand je scrolle sur Twitter, je veux pouvoir penser à plein d'autres trucs, à ce que je lis, à analyser le contenu, mais que mes mains, automatiquement, voient un contenu sponsorisé et le masquent. Et je me suis surpris à remarquer que maintenant, j'y arrive sacrément bien. Parfois, ça me saute aux yeux que ça, c'est pas un message de quelqu'un, un pote, auquel je me suis abonné, qui a quelque chose à dire.
C'est typiquement une image de voiture, il y a de l'autoplay, il y a une image hyper léchée, c'est certainement des images professionnelles issues d'un stock shot de photos. Et du coup, mon cerveau, paf, il masque avant même que j'ai vu le mot sponsorisé. Et je fais ça de façon assez automatique. Et je suis impressionné du fait que j'ai réussi à conditionner mon système 1 de cette façon, à faire ce truc-là comme ça, sans même que j'y pense maintenant. Je sais pas par contre si ça a un quelconque impact sur autre chose que ça. Est-ce que ça m'aide à vraiment mieux analyser la publicité? Je suis pas sûr. Mais voilà, c'est un exemple de Trigger Action Plan par exemple. Alors, je fais un peu pareil pour les liens clickbait sur Internet, donc les liens pour lesquels je me doute bien, au fond, que si je clique dessus, je vais être déçu par ce que je vais voir. En gros, mon système 1 a envie de cliquer, mais pas mon système 2. Et du coup, j'essaye de m'entraîner à moins cliquer sur ce genre de lien. Ou bien à ne pas me retrouver dans des situations où j'ouvre un onglet Facebook, et puis je me dis, pourquoi j'ai ouvert cet onglet déjà ? En ce moment, ma problématique, c'est d'essayer de gérer une sorte d'économie de l'attention. C'est-à-dire, je veux essayer de faire en sorte que le temps d'attention que je peux porter aux choses, qui est pas très long, parce qu'il faut que je dorme et il faut que je fasse d'autres activités, donc globalement j'ai 8 heures dans ma journée que je peux accorder à porter de l'attention à des trucs, c'est-à-dire lire un livre, regarder un peu YouTube, lire quelques réseaux sociaux. Ce temps-là, je veux l'utiliser de la meilleure manière possible. Je sais pas trop ce que meilleur veut dire, mais en tout cas je sais que il y a plein de trucs que je fais qui sont gâchés. Après coup, quand je tourne mon œil intérieur sur mon passé récent, je me dis, oh là là, j'ai passé tellement de temps sur ce truc-là, c'était nul. J'ai regardé cette vidéo, je sais même pas pourquoi, c'était débile, mais je savais déjà que ce serait débile en la mettant, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Donc je veux essayer de canaliser un peu mon attention, et en fait c'est très dur. J'aimerais moins regarder l'actualité, j'aimerais moins regarder les réseaux sociaux. Une autre de petites techniques que j'ai essayé de mettre en place, c'est que c'est difficile d'esquiver l'actualité. Je veux pas être au courant des dernières décisions politiques de un tel, des dernières frasques sexuelles de tel acteur ou de telle célébrité. La vie people m'intéresse pas. Ou même juste l'actualité un peu sordide. Les exactions de tel ministre ou telle dérive de violence policière. Je veux pas être au courant de ça. Mais je peux pas m'en empêcher. Parce qu'il y a des fois, il y a des gens qui m'en parlent. Des fois, je suis en train de regarder un truc et pof, je me fais... on peut pas dire spoiler, mais je me fais contaminer par cette actualité que je veux pas. Et du coup, je me dis, ok, à chaque fois que j'ai pris connaissance d'un sujet chaud, de l'actualité, de maintenant, ici, tout de suite, là, l'info en continu, qui avait pas du tout de recul, il faut, pour contrebalancer, essayer de faire une sorte d'équilibre et remplir l'autre côté de la balance. Ce que j'appelle l'autre côté de la balance, c'est l'info avec du recul. C'est l'info analysée en dézoomant, avec des sources secondaires qui croisent des informations. Donc du coup, à chaque fois que je vois un article de mon journal régional qui me parle de telle petite racaille de mon quartier qui a cambriolé la boulangerie en face de chez moi, là, je me dis, ok, donc il faut que je remplace ça par... Alors, qu'est-ce que c'est l'équivalent de l'autre côté de la balance ? C'est les statistiques de cambriolage dans ma ville. Donc, je me force à prendre un petit peu de temps, à essayer de voir si on peut trouver sur Internet la criminalité de ma région, ou au moins de mon pays, si je trouve pas. Savoir si c'est en augmentation, si c'est en diminution, si le nombre de vols par habitant, est-ce que c'est plus, je sais pas, fait par des jeunes, est-ce que c'est plus des commerces, est-ce que c'est plus des particuliers, est-ce que ça monte ou ça descend ces dernières années, ou ces dernières décennies, ou ces derniers siècles, et qu'est-ce que je dois en penser ? Est-ce que effectivement c'est de pire en pire ? Est-ce que c'est un sujet qui mérite mon attention ou pas ? Parfois j'arrive pas à avoir la réponse, mais parce que c'est long, puis j'ai pas envie d'y passer trop de temps non plus. Mais comme ça je me force, ok, j'ai vu une actualité. Ok, il y a eu encore un attentat terroriste à Paris, là, les islamistes qui se sont fait sauter, je sais pas quoi. Bon, il faut que je remplace ça par, quel est le nombre de morts par attentat en Europe ces dernières années ? Est-ce que c'est en train de monter ? Est-ce que c'est en train de descendre ? Et des fois, t'es très surpris. Cet exemple-là, par exemple, là, dont je viens de parler, je me suis rendu compte que si je prends sur, l'intégralité de ma vie, là, depuis les années 70, en fait, non, ça a beaucoup diminué. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup des attentats en ce moment, qu'on parle que de ça, et que ça devient un problème grave, qu'il faut changer. Mais en fait, quand tu regardes la courbe complète sur les dernières générations, je me rends compte que j'oublie assez facilement tous les attentats en Europe qu'il y avait entre l'Irlande, l'IRA, le TA en Espagne. Des attentats, il y en avait beaucoup plus, qui faisaient beaucoup plus de morts.
les décennies ou les générations d'avant. Voilà. Donc, en fait, voilà, je me rends compte que je suis dans une génération où, finalement, il y a même moins de morts par attentat que pendant la jeunesse de ma mère ou pendant la jeunesse de ma grand-mère. Donc voilà, ça relativise un petit peu les nouvelles catastrophiques qui ont failli m'indigner quand je l'ai vu passer la première fois sur Twitter. Ce qui ne veut pas dire que c'est pas grave et qu'il ne faut pas gérer le terrorisme aujourd'hui, hein, mais relativiser un petit peu, ça m'a l'air important. Ok, alors récemment il y avait eu un live de la Tronche en Biais intitulé Le bon zététicien et le mauvais zététicien, qui parlait des différentes approches de la zététique. Et qu'est-ce que tu en as pensé ? Avis, l'émission était assez détendue puisque c'était leur dernière émission de l'année, donc c'est un petit peu informel. Ils sont plus en mode canapé, amis, discussion informelle. C'est un peu moins cadré que quand ils invitent un auteur. Donc du coup l'émission était un peu sur le mode détente, à savoir est-ce qu'on fait ça bien, est-ce que ce qu'on fait a une certaine utilité, est-ce que ce que font les collègues de la pensée critique, les autres vidéastes, les blogueurs, les auteurs, comment ils font et puis quelles sont les différences qu'il y a. Et puis ils ont fait une petite synthèse de nos dernières discussions, parce que la fin de l'année dernière, il y a eu pas mal de discussions entre nous, où on a essayé de faire chacun la liste de nos objectifs, de ce qu'on cherche à viser, à obtenir. Et puis on s'est rendu compte que en fait les gens nous associent comme une sorte de groupe un peu homogène, genre les zététiciens de YouTube, tu vois. Alors qu'en fait en vrai on a des objectifs assez différents, quoi. Et du coup c'est la raison pour laquelle on utilise des moyens différents. C'est pas seulement que on utilise chacun un moyen différent pour remplir nos objectifs, c'est tout simplement on n'a pas les mêmes objectifs, quoi. Et ça a fait du bien, parce que je pense que ça a montré à plein de gens qu'en fait on n'était pas aussi sur la même longueur d'onde, ou sur la même ligne, sur le même axe, sur la même philosophie, ou les mêmes objectifs. Et qu'en fait ce qu'on appelle la communauté sceptique francophone, c'est en fait très hétéroclite, c'est composé de plein de personnes et de personnalités différentes, avec des objectifs un peu différents, qui se rejoignent sur la plupart des trucs, et puis qui n'ont pas la même façon de faire sur certains trucs. Voilà. C'est un peu moins homogène et en bloc que ce que beaucoup de gens imaginaient ces dernières années, je pense. Alors, dans ce live, à un moment, il y avait un débat un peu pour ou contre l'usage de la virulence. Et du coup, j'ai noté ce qui me semblait être le meilleur argument pro-virulence. Donc, par exemple, si on prend l'exemple récent de Bruno Charvet, le médium qui prétend communiquer avec vos proches décédés, un argument pro-virulence, c'est qu'il est utile de, je cite, détruire le capital symbolique de ce genre d'individu, afin de le rendre moins crédible, moins respectable, moins attractif, et donc, du coup, de diminuer le nombre de gens qu'il va réussir à séduire. Et qu'est-ce que tu penses de cet argument ? Moi, je suis pas du tout sur cette optique-là, ni sur cette vision-là, hein. Moi, par exemple, déjà, je pense que c'est pas en réduisant l'offre sur le marché du paranormal, par exemple, que ça réduira la demande des gens. C'est-à-dire, c'est pas parce que je fais fermer boutique à des médiums, des voyants, des radiesthésistes, ou même des charlatans et des escrocs, hein, parce que dans le tas, il y en a aussi. C'est pas en leur faisant fermer boutique que la demande va baisser. La demande, c'est toujours la même. Les gens, ils ont besoin, ils ont envie de spiritualité, d'ésotérisme, de contacter les morts, de savoir qu'il y a un petit peu de mystère, que la science n'existe pas encore, parce que ce serait angoissant que la science puisse tout expliquer. Donc il y a une certaine demande d'extraordinaire, ou de sensationnel, ou de spirituel. Et du coup, prendre un représentant de telle ou telle branche du paranormal, de la spiritualité, en faire un bouc émissaire, et s'en servir pour, je sais pas moi, discréditer la pratique, ou discréditer le mouvement, ou montrer à tous qu'au moins il existe des charlatans dans le lot. Je pense que c'est pas une très bonne façon de faire. Moi j'ai la pratique exactement inverse. Moi, un de mes objectifs, que je t'ai pas encore parlé, mais c'est un peu le troisième, j'en ai déjà dit 2 tout à l'heure, hein. Mon troisième objectif, ça devrait être augmenter la connotation positive de la méthode sceptique. Je pense qu'il y a plein de gens qui seraient peut-être tentés par essayer de se renseigner un peu plus sur tous les trucs que j'essaye d'enseigner dans mes vidéos, ou que la Tronche en Biais ou d'autres font, hein, mais qui sont un peu freinés parce qu'ils n'ont pas envie d'être du côté des méchants. Eux, ils sont du côté des gentils, c'est-à-dire les écolos qui prennent soin de la planète, ou alors ceux qui pensent que l'amour est important et que la froideur rationnelle de la science technologique qui change notre façon de faire est pas la bonne. Voilà, ces gens-là, du coup, sont un peu freinés
juste par la connotation un peu scientiste, un peu froide et rationnelle de la méthode scientifique. Donc du coup, moi, ce que j'aimerais, c'est juste changer cette connotation-là et rendre la méthode cool. Parce qu'en fait, moi, je la pense sincèrement cool. Moi, je pratique l'autodéfense intellectuelle et puis le scepticisme, ce qu'on appelle la zététique, en association, par exemple. Et la zététique en association, c'est très différent de la zététique qu'on peut voir sur Internet. Sur Internet, c'est un peu arrogant, prétentieux, c'est toujours sur le clash, c'est des débunkages un peu frontaux, et puis plein de gens se complaisent dans des dramas entre des sceptiques et puis tel ou tel croyant, peut-être même parfois escroc et charlatan, peu importe. Moi, c'est pas du tout ce genre de truc-là que je voudrais mettre en avant. Moi, je veux mettre en avant tous les côtés cool, parce que je trouve que c'est cool de monter des protocoles de recherche, pas d'une qualité universitaire, mais juste associative, sans budget, avec un tenant. De pouvoir discuter avec quelqu'un qui manipule, je sais pas moi, un pendule et qui pense, je sais pas moi, retrouver des objets ou des personnes disparues avec son pendule. Eh bien, essayons de faire un protocole où on définirait 3 cachettes différentes, on tirerait au sort par une équipe une cachette, et puis après il y a une autre équipe qui cacherait un objet dans une des 3 cachettes, et puis après le praticien et les expérimentateurs, ni l'un ni l'autre ne savent dans quelle cachette est caché l'objet. Le praticien utilise son pendule, je sais pas ce qu'il fait, sur une carte, et puis il fait sa pratique, et puis il désigne une des 3 cachettes, et puis on essaie de voir s'il y arrive plus que la moyenne. Ah bien sûr, il faudra se demander qu'est-ce que c'est plus que la moyenne. Et je trouve ça intéressant. Moi, j'ai appris plein de choses en faisant ça. Et même plus que ça, toutes les personnes qui ont une pratique un peu chelou, à laquelle moi, je ne crois pas personnellement, je les ai tous trouvés sympathiques. C'est des gens adorables, qui croient finalement beaucoup moins à leur pratique que ce que j'imaginais au début. Je me suis dit, ah ouais, lui, là, le type avec les pendules, là, il a l'air complètement accroché à son truc, là, il a l'air à fond dedans, ça va être impossible de lui faire changer d'avis. Mais en fait, en discutant, souvent, c'est pas le cas. Souvent, c'est une personne qui se pose des questions, qui aimerait avoir plus de méthodes pour pouvoir faire le tri lui-même dans sa pratique. Parce que très souvent, les personnes, elles se rendent compte que dans leur pratique, il y a des escrocs, des charlatans qui profitent de la naïveté des gens, ce qui n'empêche pas que certains aient peut-être un vrai don, voilà. Donc souvent c'est un peu plus mitigé comme ça, tu vois, c'est un peu, c'est pas noir ou blanc. Et systématiquement, ce sont des personnes qui sont avenantes, sympas, à qui on a pu boire des verres et avoir plein de conversations sur d'autres sujets que leur pratique à eux, tout à fait sensées, rationnelles et détendues et conviviales. Et c'est ça que j'aimerais mettre en avant, moi, que pratiquer cette méthode pour de vrai, pas juste en parler sur Internet, vraiment la pratiquer, c'est quelque chose de cool, d'intéressant, de sympa. Mais du coup, est-ce qu'on pourrait pas se dire, bon, d'un côté, il y a du scepticisme sauce hardcore, de l'autre, il y a du scepticisme sauce bisounours, mais bon, c'est comme ça, il en faut pour tous les goûts, chacun choisit ce qu'il préfère dans le grand supermarché du scepticisme, et du coup, il n'y a pas vraiment de conflit entre ces deux approches. Ah ben moi je pense que non, les deux solutions ont en conflit. Faut pas trop essayer de dire que l'idéal serait un juste milieu, pardon, voilà, de faire une moyenne. Même sans faire de moyenne, et de dire il y en a pour tous les goûts, il faut des gens très bienveillants et des gens qui bousculent un peu les idées, un peu hardcore, un peu agressifs. Moi je pense pas, parce que par exemple, l'objectif que je te disais tout à l'heure, améliorer la connotation positive de ma pratique. L'existence même d'une branche arrogante, un peu pédante, hardcore, qui irait taquiner les croyants en les poussant dans leur retranchement, les provoquer jusqu'à ce qu'ils finissent par péter un câble et sortir les insultes, juste pour le plaisir de pouvoir dire « Ah, vous voyez, vous ne supportez pas la contradiction ». Juste l'existence de ces gens-là va à l'encontre de mon objectif. Moi, je préférerais que non, il n'y ait pas du tout ces gens-là, qui soient qui aient l'air un peu arrogants, qui ramènent leur science, qui pensent être plus intelligents que tout le monde parce qu'ils maîtrisent les sophismes. Cette approche-là, je préférerais qu'elle n'existe pas du tout, moi. Alors, peut-être que le problème est lié au fait que ces deux approches sont désignées par les mêmes mots, donc les mots scepticisme, zététique, esprit critique, et du coup, imaginons un monde parallèle où ces deux approches porteraient des noms complètement différents. Est-ce que ça résoudrait pas le problème ? Je sais pas trop, parce que, comme je te disais tout à l'heure, c'est pas seulement deux pratiques différentes pour atteindre un même objectif. Les objectifs eux-mêmes sont différents. C'est-à-dire que si l'objectif de toute la communauté sceptique, ce serait faire changer d'avis ceux qui croient en des âneries.
Bon bah là, je veux bien croire qu'il faut, pour différentes personnes qui ont différents degrés d'adhésion à leurs croyances, différentes approches, qui puissent toucher tout un panel de gens, qui réagissent pas de la même façon à différentes approches. Mais, moi, c'est pas un de mes objectifs, ça. Moi, mon objectif, c'est d'améliorer la connotation positive de la méthode, et donc, une approche un peu agressive et arrogante va à l'encontre de cet objectif. Point. Alors, ça me fait un peu penser à une situation qui a déjà eu lieu aux États-Unis, il y a plusieurs années, où il y avait un peu le cliché du angry atheist, donc l'athée vénère, bouffeur de curé, et un peu en réaction à ça, il y a eu des approches un peu plus douces qui ont émergé, comme par exemple Julia Galef, dont on a parlé tout à l'heure, bien encore les entretiens épistémiques d'Anthony Magnabosco. Et donc, est-ce que tu penses pas qu'il y aurait un parallèle à faire ? Oui, mais je pense que tu as tout à fait raison. Dans le monde anglo-saxon, et particulièrement aux États-Unis, les problématiques sont pas les mêmes. Les sceptiques aux États-Unis, par exemple, leur thème de prédilection, c'est effectivement la religion. C'est culturel. C'est parce que aux États-Unis, c'est beaucoup plus important pour eux. Ceux qui ne croient pas, qui sont sans religion, ou même qui professent leur athéisme, sont beaucoup plus mal vus qu'en Europe et particulièrement en France. Ici en France, moi, la plupart des gens que je connais, de mon voisinage, ils sont pas croyants. Et même certains, s'ils disent une religion quand on leur pose la question, en religiosité, ils ont une très faible religiosité, c'est-à-dire ils vont pas à la messe, ils pratiquent pas, ils font pas les prières 5 fois par jour, voilà. Des fois, ils se reconnaissent d'une religion, mais sans vraiment la pratiquer. Ce qui n'est pas vraiment le cas aux États-Unis. Donc du coup, la communauté sceptique aux États-Unis se focalise beaucoup sur les arguments autour du théisme, de l'athéisme, de l'agnosticisme, et c'est ça qui fait la saveur de chacune des petites communautés sceptiques qui n'ont pas forcément les mêmes méthodes. Alors qu'en Europe, particulièrement en France, vu que la religion c'est pas un sujet particulièrement important pour les gens, un peu rien à carrer ici, c'est pour ça que nous on s'est probablement plus focalisé sur le paranormal, sur les ovnis, sur les fantômes, la vie après la mort, la radiesthésie, les pseudosciences, l'homéopathie, etc. quoi. Et tu disais, il y a plusieurs approches aux États-Unis. Pareil, il y a certains qui sont un petit peu virulents, un peu incisifs, et puis d'autres qui ont une approche plus citée, par exemple Julia Galef ou Anthony Magnabosco. Je pense que ces deux approches-là, il y a beaucoup de parallèles avec les deux approches dont on vient de parler dans la question précédente. Là, c'est aussi une approche une différence d'objectif, quoi. Je pense que eux aussi, les deux approches différentes de l'athéisme, c'est parce que les gens n'ont pas les mêmes objectifs. Les bouffeurs de curés, eux, ont un objectif politique, c'est diminuer les intrusions des pouvoirs religieux dans les institutions de l'État, à l'école, dans les mairies, etc. quoi. Donc c'est plus une motivation politique pour faire changer l'opinion générale des gens. Alors que d'autres, je sais pas, tu as cité Julia Galef par exemple, elle n'arrête pas de répéter que son objectif à elle, c'est de mieux réfléchir, elle. Ce qu'elle veut, c'est avoir une méthode pour penser de façon plus rationnelle, elle, de façon très introspective. C'est plus du développement personnel. Et vu que les objectifs sont très différents, du coup, les méthodes utilisées sont très différentes. Quoi. Voilà. Donc je pense qu'effectivement, il y a plein de points communs entre le scepticisme anglophone et puis le scepticisme francophone. Même si les thématiques sont différentes, les méthodes sont un peu les mêmes. Si je prends Anthony Magnabosco par exemple, dont j'ai écouté quelques conférences, en gros avant, c'était un angry atheist. Son approche en gros c'était par exemple de ridiculiser la religion pour diminuer son emprise. Et depuis, il a switché vers une méthode beaucoup plus douce, donc l'entretien épistémique, mais ses objectifs restent plus ou moins les mêmes. Moi par exemple, je dois confesser que quand j'étais plus jeune, là, pendant mon adolescence, j'étais devenu athée. J'étais un peu comme ça, peut-être un peu plus un athée vénère, un athée anticlérical. Un athée qui avait pour objectif, effectivement, de décrédibiliser les institutions, genre l'Église, ou juste les croyants, en imaginant que, du coup, ça ferait que les gens croient moins. Maintenant, c'est moins ce que je veux. J'ai changé. Pas sur les conclusions, parce que je suis toujours athée, donc comme ça va pas changer. Non, par contre, sur ce que je veux vraiment, maintenant, c'est différent. Je veux pas que les gens changent d'avis coûte que coûte. Je veux que les gens changent d'avis pour de bonnes raisons. Si jamais j'avais, je sais pas moi, une machine d'un scientifique fou où je puisse tourner des boutons pour faire en sorte que les gens changent d'avis, et ne croient plus en telle ou telle religion, ce serait un peu forcé le truc, tu vois, c'est les obliger. Non, moi je veux qu'ils changent d'avis pour de bonnes raisons, parce qu'ils ont évalué
les preuves et les arguments, et qu'ils utilisent une méthode qui a fait ses preuves sur d'autres sujets, et que c'est la raison pour laquelle ils arrêteraient de croire en leur religion. Si c'est par une autre raison que celle-là, moi ça m'intéresse pas, quoi. C'est un petit peu comme avec polémique avec la médiumnité en ce moment, par exemple. Voilà, il y a plein de sceptiques qui se réjouissent du fait qu'un médium en particulier soit un peu discrédité ou décrédibilisé en ce moment, parce qu'ils imaginent que comme ça, il aura moins d'emprise sur les pauvres victimes naïves qu'il manipule. Moi, je pense que c'est pas comme ça que ça marche. Les clients de ce médium-là, si ce médium-là n'existe plus, ils iront juste voir le médium qui est en face. Parce que moi, rien que dans ma ville, il y en a 50. Donc en fait, décrédibiliser un médium ou diminuer l'offre, ça diminue pas la demande. Donc je pense que ce qu'il faut, c'est plutôt faire réfléchir les gens sur la méthode, en espérant que, si vraiment ils utilisent cette méthode, ils finiront par plus croire. Mais en espérant que, pas on les force. Mais si je prends Julia Galef par exemple, avec le Center for Applied Rationality, ils ont un objectif un peu prosélyte quand même. Alors c'est une approche beaucoup plus élitiste. En gros, l'idée, c'est de faire des workshops en petits comités pour essayer d'influencer les futurs décideurs, donc les gens qui auront des postes importants chez Google ou dans l'administration fédérale américaine par exemple, afin de les rendre plus rationnels et qu'ils prennent de meilleures décisions. Mais on peut aussi avoir une autre approche, une approche plus éducation de masse, donc toucher un maximum de gens qui seront pas tous forcément très influents individuellement, mais comme il y en a beaucoup, ça compense. Et donc, comment tu te positionnes par rapport à ça ? Ah, moi, très clairement, non, je suis plutôt sur une approche d'éducation de masse. Moi, je fais de l'éducation populaire sur un média qui est accessible à tous, parce que maintenant, Internet, c'est quand même accessible au plus grand nombre, même aux classes un peu défavorisées. Je rends toutes mes vidéos gratuites, sans publicité. Je fais pas de formation spécialisée en visant une catégorie socio-professionnelle en particulier. Moi, tout ce que je fais, c'est pour le plus grand nombre possible de personnes. C'est pour ça que je ne fais plus d'enseignement, parce que moi j'ai été enseignant il y a 10 ans de ça, mais je quittais l'enseignement, parce que m'adresser à une trentaine de personnes, je pense que ça a moins d'impact que quand moi je fais une vidéo qui fait un demi-million de vues, quoi. Et je préfère que les politiques deviennent plus rationnels parce qu'ils réagissent à une demande de leur électorat. Voilà, ça me paraîtrait une très bonne raison pour être plus rationnel. Et c'est pas finalement les hommes politiques que je veux rendre rationnels, c'est je veux qu'ils finissent par prendre des décisions plus rationnelles parce que ça sert leur intérêt individuel, parce que parce que c'est ce que demande l'électorat, voilà. Ça, ce serait vraiment la meilleure façon de changer la société, de faire en sorte qu'une masse critique d'électeurs exige plus de décisions rationnelles, réfléchies, basées sur des preuves, et pas juste des girouettes qui changent de sens juste parce que le vent va dans un sens ou dans un autre. Voilà. Si l'électorat de la génération à venir réclame ça, je suis sûr qu'à la génération à venir, il y aura des hommes politiques qui vont proposer ça. Voilà. Ça, ce serait vraiment beaucoup mieux que juste changer la classe sociale qui deviendra l'homme politique de 2050. Alors, à la fin de ta dernière vidéo, tu avais mentionné le transhumanisme. Et donc, quelle est ton opinion sur ce sujet ? Oui, moi, ce que j'avais dit dans ma dernière vidéo, c'est que, il me semble que les communautés qui s'intéressent au transhumanisme réfléchissent en particulier à qu'est-ce qui est bon, ou qu'est-ce qui est désirable, ou qu'est-ce qui est bien pour l'avenir de notre société. Et du coup, ça faisait un lien avec le reste de ma vidéo sur la rationalité, où je disais en substance que se mettre d'accord sur les faits, les bons chiffres, l'état des lieux des études scientifiques du moment, ça fait pas tout. Et qu'on peut quand même être en désaccord sur des méthodes politiques à mettre en place, même quand on est d'accord sur tous les chiffres, même si on est d'accord sur le nombre de gaz à effet de serre que émet le nucléaire ou sur les chiffres des pesticides, on peut quand même être en désaccord sur la méthode juste parce qu'on n'a pas les mêmes objectifs. Et du coup, savoir vers où on veut aller, ça me paraît important d'y réfléchir. Et c'est pour ça que le transhumanisme m'intéresse beaucoup, parce que moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que je veux en fait. Est-ce que je veux augmenter la durée de vie moyenne de l'humanité, par exemple, pour la génération à venir ? Moi, mes enfants, est-ce que je veux qu'ils soient plus forts, plus grands, plus blonds, plus intelligents ? Est-ce que c'est quelque chose que je dois viser comme objectif ? En fait, j'en sais rien, et j'ai pas vraiment d'opinion dessus. Donc du coup, moi, je ne suis pas transhumaniste au sens où je suis enthousiaste à l'idée
d'augmenter par la technologie l'être humain de la génération prochaine, là, moi je m'intéresse au transhumanisme parce que j'ai l'impression que si jamais un jour on a une technologie qui fait un bond, je sais pas moi, par exemple, on peut rallonger les télomères et augmenter la durée de vie des gens de x10, comme ça là, d'une année à l'autre, parce que voilà, on a fait une découverte technologique qui a tout changé. Est-ce qu'on va la mettre en place ou pas? Donc il va falloir des comités d'éthique, il va falloir qu'on réagisse de façon citoyenne si on permet aux gens d'utiliser cette technologie ou pas. Mais ce débat-là, si on le commence après que l'on ait découvert la technologie, donc je suis persuadé que ce sera beaucoup trop tard. Il faut du temps pour réfléchir à tout ça, pour voter, pour avoir un débat citoyen. Et donc il faut qu'on y réfléchisse avant. Voilà, il ne faut pas attendre que ça arrive. Pareil pour, je sais pas moi, les progrès en IA par exemple. Ces dernières années, l'intelligence artificielle a fait des progrès phénoménaux. Bon, il y a 10 ans, jamais j'aurais parié 1 centime sur la progression incroyable qu'a fait juste les algorithmes d'intelligence avec des neurones profonds là, ces dernières années. Je n'imaginais pas que ça arriverait aussi vite, de façon aussi spectaculaire. Donc du coup, il faut vraiment qu'on réfléchisse le plus tôt possible sur qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut laisser des réseaux de neurones profonds décider ce que je vais regarder sur YouTube, décider comment on va choisir les prochains employés de ma boîte pendant les recrutements? Est-ce qu'on va laisser choisir une intelligence artificielle ci ou ça dans ma vie, quoi? Il faut qu'on y réfléchisse maintenant. Donc même sans être transhumaniste, au sens de enthousiaste à l'idée d'utiliser ces technologies, s'intéresser au transhumanisme, ça me paraît crucial, ça me paraîtrait même criminel de pas le faire, d'attendre qu'on soit devant le fait accompli pour commencer à se demander si oui ou non il faut modifier génétiquement nos bébés, quoi. Voilà, là il y a déjà eu des naissances chinoises où le médecin qui a fait la PMA a modifié un gène des bébés. Bon, il s'est fait vertement réprimander et les autorités chinoises ont bien sûr dit que c'était interdit chez eux, que ça ne se reproduirait plus. Je pense que l'unanimité mondiale pour l'instant est à condamner ce genre de truc, mais il faut vraiment y réfléchir éthiquement. Il faut que ce soit un sujet de débat pour les prochaines élections, par exemple. Qu'on arrête de parler, je sais pas, du voile, de l'immigration, ou de je sais pas quoi, qu'on parle plus de ces sujets-là. Je sais pas si moi je vais être ou si je vais être contre, hein. Ça vraiment j'en sais pas grand-chose, parce que j'ai pas beaucoup d'opinion sur le sujet. Mais je pense qu'on devrait sacrément plus y réfléchir dès aujourd'hui. Moi, par exemple, je reprends une terminologie qu'avait introduite Lé. Je sais pas si c'est lui qui l'a inventé ou s'il a repris de quelqu'un. C'est la différence entre le moi et le moi plus. Moi, je l'ai interprété comme ça. Le moi, c'est ce que je veux. Donc moi, dans ma rationalité, je veux remplir mes objectifs, là. Donc je veux un truc, je mets en place les méthodes pour obtenir ce que je veux. Mais honnêtement, des fois, je veux des trucs à la con, parce que j'y ai pas trop réfléchi. Je passe devant un magasin, il y a un nouveau gadget technologique trop marrant, une sorte de drone, là, qui est pas trop cher. En plus, il y a 70% de réduction. Allez, je le veux, je l'achète. Mais en fait, la semaine d'après, quand j'y réfléchis, je me dis non mais c'est un peu débile. Déjà, j'en ai pas besoin, pour être honnête. J'ai cru que j'en avais besoin sur le moment, mais c'est parce que j'avais pas beaucoup réfléchi au truc, quoi. En fait, moi, ce que je voudrais, c'est pas avoir ce que je veux maintenant, là, tout de suite. Ce que je voudrais, c'est avoir ce que je voudrais si j'y avais plus réfléchi. Ce que je voudrais si j'avais eu le temps de me poser, de comparer, de prendre un peu de recul, de laisser passer un petit peu de temps. Est-ce que je le voudrais encore? Si, en faisant ça, je change d'avis, alors il faut pas que j'exécute ce que je veux. Il faut pas juste que je fasse la liste de ce que je veux maintenant, là tout de suite. Ce que veut mon moi, c'est pas très important. Ce que je veux, c'est optimiser ce que voudrait une sorte de moi, de Christophe Michel, qui aurait eu le temps de plus y réfléchir. Même plus que ça. Lé, il a introduit le concept de moi plus plus. Le moi plus plus, c'est même encore une autre sorte de moi. C'est un troisième Christophe Michel. Ce serait le Christophe Michel qui a eu le temps de réfléchir au truc et qui serait mieux informé que moi, qui aurait plus lu sur le sujet, qui aurait plus épluché les études scientifiques sur le sujet, qui aurait plus bossé le truc. C'est visiblement pas moi. Un sujet où j'y connais rien, j'ai pas trop lu et j'ai une opinion quand même. Voilà. Donc ce que je voudrais en fait, c'est viser pas mes objectifs, même pas les objectifs que j'aurais voulu si j'y avais un peu plus réfléchi, mais carrément, j'aimerais pouvoir viser les objectifs que j'aurais voulu si
si j'y avais plus réfléchi et que je connaissais bien mieux le sujet. Et ça, c'est très difficile à obtenir, parce que moi, si tu me demandes ce que je veux, je te réponds du tac au tac, je sais ce que je veux. Ce que je voudrais si j'y avais plus réfléchi, ou encore mieux, ce que je voudrais si j'y avais plus réfléchi et que j'avais eu le temps de vraiment potasser le sujet, en fait, je sais pas. C'est un autre moi, qui est pas moi. Et c'est ses désirs à lui que je veux optimiser. Donc du coup, voilà, dans ma rationalité à moi, je veux pas viser les désirs que j'ai, moi, je veux viser les désirs qu'aurait ce sorte de moi plus un peu éthérique et immatériel, en essayant de viser ce que lui aurait voulu. Un des soucis de ma rationalité en ce moment, c'est d'essayer de deviner qu'est-ce que mon moi plus voudrait, et essayer de viser ça. C'est difficile à faire, mais je pense que c'est pas complètement impossible. On peut essayer de deviner quel genre de truc mon moi plus voudrait. Et dans le transhumanisme, par exemple, voilà, c'est ça que j'aimerais atteindre. Si tu me poses la question là, est-ce que je veux choisir le sexe de mon enfant, ou est-ce que je veux que mon enfant ait moins de chances d'avoir la trisomie 21, pardon, je te répondrai un truc. Bon, probablement que oui. Mais ça, c'est ce que je veux, moi. Moi, la décision maintenant que je voudrais, c'est qu'est-ce que mon moi plus aurait décidé. Est-ce que je veux avoir un bras bionique? Est-ce que je veux que ma fille soit cyber-connectée dans son cerveau? Est-ce que je veux que ma petite fille puisse télécharger sa personnalité dans un disque dur? Je sais pas trop. Voilà. Je vais essayer de plus réfléchir à ça et de plus me renseigner pour essayer de deviner ce que voudrait mon moi plus. Mais si on veut deviner ce que voudrait notre moi plus, est-ce qu'on n'est pas obligé d'ingérer autant d'informations qu'en aurait ingéré notre moi plus, de réfléchir autant qu'aurait réfléchi notre moi plus, et au final, de devenir notre moi plus, ce qui prendrait beaucoup de temps, par définition. Mais le moi plus, souvent, je l'imagine comme le moi du futur. Parce qu'il y a plein de choix que j'ai fait dans ma vie, où j'étais trop jeune, j'y connaissais rien en fait. Un petit peu ce que je te disais quand j'étais un mauvais sceptique, que j'étais un sceptique un peu trop arrogant, un peu trop bouffeur de curé. J'aurais pas réagi pareil si je savais tout ce que je sais aujourd'hui. Parce que j'ai lu beaucoup plus d'auteurs de philosophie, des sciences, j'ai appris beaucoup sur la méthode scientifique, j'ai appris beaucoup plus sur mes propres biais à moi, que je sous-estimais beaucoup quand j'étais plus jeune. Donc du coup, le moi plus du Christophe Michel qui avait 20 ans, il y a 25 ans de ça, c'est un petit peu moi aujourd'hui maintenant. Donc en fait, je suis le moi plus du Christophe Michel d'il y a 20 ans. Donc du coup, le moi plus là d'aujourd'hui, là, mon moi plus à moi maintenant, ce sera grosso modo le Christophe Michel de 2050, là, dans 20 ou 30 ans. Et donc du coup, on peut essayer de trouver des régularités de changement d'avis. Si, par le passé, j'étais du genre à avoir eu un moi plus qui aurait plutôt décidé ci ou plutôt décidé ce genre de truc, du coup, je peux l'appliquer à rebours et me dire, du coup, j'imagine que mon moi plus d'aujourd'hui, là, c'est-à-dire le Christophe Michel de 2050, du coup, il voudrait ci ou ça. Voilà. Donc c'est en analysant les régularités du passé que je vais peut-être essayer de deviner, en extrapolant, tu vois, les courbes vers le futur, ce que voudrait mon moi dans 20 ou 30 ans. C'est un petit peu comme ce qu'on fait en physique, hein, parce que en physique, on devine le futur, en fait. C'est un petit peu le principe. Moi, là, je suis en train de jouer avec une balle anti-stress, là, je l'ai dans ma main. Si je la lâche à 1m50 du sol, là, qu'est-ce qui va se passer? On peut très bien se dire, on ne peut pas savoir, c'est une action future. L'action future, on ne peut pas le savoir scientifiquement. La science ne peut que nous renseigner sur le passé. Mais honnêtement, bien sûr que si, je peux savoir ce qui va devenir. Des trucs, j'en ai lâché plein, mais vraiment plein. À chaque fois, il s'est passé la même chose. À 1m50, la balle, elle touche le sol en une demi-seconde. Parce que la gravité à la surface de la Terre, c'est 9,81 mètres par seconde chaque seconde. C'est toujours comme ça. Donc, tous les objets que je lâche, ils mettent 0,5 secondes à tomber par terre quand je les lâche de ma hauteur, là, 1m50. Donc du coup, probablement, quand je vais lâcher cette balle, elle aura le même comportement que tous les trucs que j'ai fait avant. Donc mon moi plus, je vais essayer de le deviner en extrapolant tous les trucs sur lesquels moi j'ai changé d'avis. Donc voilà, il faut que je fasse là, en ce moment, l'inventaire de toutes les différences entre le Christophe Michel d'il y a 20 ans et ce que je pense aujourd'hui, sur quoi j'ai changé d'avis, comment j'ai changé d'avis, est-ce qu'il y a des régularités. Par exemple, il y a plein de trucs sur lesquels j'ai changé d'avis en plus humble, que j'ai plus modéré ma certitude. Je pensais avant que j'étais certain d'un truc, et maintenant, même quand j'ai pas franchement changé d'avis, je suis moins certain de la plupart des trucs. Ça, j'en déduis que ça veut dire que dans le futur, je serai peut-être probablement encore moins certain. Voilà. Donc si je veux viser ce que voudrait mon moi plus, je peux utiliser ce proxy là, tu vois, cette heuristique. Eh bien, déjà, sois un peu plus humble sur ce que tu crois, parce que c'est comme ça que ça s'est passé 600 fois dans le passé. Ça va
probablement un peu se passer pareil dans l'avenir. Voilà. Donc voilà, c'est une des façons, par exemple, d'essayer de deviner ce que voudrait son moi plus plus. Et par exemple, sur le transhumanisme, j'ai très souvent refusé la technologie au moment où elle arrivait. Je me souviens que tout le monde avait un téléphone portable dans la poche et moi je me moquais d'eux. Ils téléphonaient dans la rue, ils parlaient à personne là. Moi j'ai pas eu de téléphone portable pendant très longtemps parce que moi j'étais contre. Ce qui est un peu idiot parce que maintenant j'en ai un bien sûr et je sais très bien que ça me simplifie la vie et que je m'en séparerai pour rien au monde parce que c'est vraiment très pratique. Donc j'ai très souvent refusé les nouvelles technologies en m'en moquant. Comme un gadget, un truc nouveau, un truc que moi, je suis pas aussi futile pour vouloir ça. Et que en fait, j'ai fini par les adopter comme tout le monde. Donc du coup, je suppose qu'aujourd'hui, ça va être un peu pareil. Si jamais il y a une nouvelle technologie qui arrive demain, là, je vais très probablement la rejeter en disant « Oh là là, c'est gadget, c'est complètement nul, c'est pas éthique, mais c'est pas ça que je veux pour le futur. » Et je devine que mon moi plus plus, c'est-à-dire finalement mon moi du futur, se dirait « Ah, j'ai été encore trop résistant, j'ai trop freiné des 4 fers, mais en fait, tout le monde l'utilise et tout le monde trouve ça normal. » Je pense que mon moi du futur trouvera normal plein de nouveautés technologiques qui me révulsent aujourd'hui. Donc voilà, pour viser ce que voudrait mon moi plus plus, ça va être d'être un peu plus enthousiaste sur ce que peut proposer les nouvelles technologies. Tous les trucs que je refuse aujourd'hui, par exemple, je sais pas moi, les manipulations génétiques des bébés aujourd'hui, moi, là ça me révulse aujourd'hui. Si tu me poses la question, mon moi te dira « Ah, faut surtout pas qu'on fasse ça, faut qu'on légalise tout de suite. » Mais je sais très bien que il est probable que mon moi plus plus se moque un petit peu de cette résistance que j'ai aujourd'hui. Ça me fait réfléchir. Eh bien, merci Christophe. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, tout ça, et à la prochaine.